Tension accrue après le survol extrême d'un avion de chasse russe au-dessus de la mer Baltique et la réaction ferme de Berlin, la réponse de Taïwan à Zelensky, le Kazakhstan refuse la médiation entre Moscou et Kiev, le conflit contre la Russie atteint une nouvelle phase tandis que le Kremlin annonce un plan de victoire. À Saint-Pétersbourg, une annonce vise Donald Trump, tandis que la presse occidentale évoque un possible tournant à la Maison-Blanche et les pressions sur Zelensky. Attaques maritimes paralysant les ports pétroliers russes, frappes balistiques sur des sites stratégiques et un homme emprisonné pour un « like » sur les réseaux sociaux. Suivez l'essentiel de l'actualité mondiale. Si vous avez envie de partager votre avis ou de répondre à mes questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vous serai reconnaissant pour chaque mention « j'aime » et pour votre abonnement. Il est temps de commencer. Près de 42% des citoyens polonais estiment que l'Ukraine devrait accepter de faire des concessions territoriales et renoncer à une partie de ses terres. Parmi eux, 17,2% ont clairement choisi la réponse positive. Ce sont les conclusions d'un sondage mené par United Service pour Wirtualna Polska, relayé dans la presse polonaise. Dans le même temps, environ 48% des sondés, soit quasiment la moitié, sont persuadés qu'il serait inacceptable de récompenser la Russie avec des territoires ukrainiens en échange de garanties de sécurité, d'armement ou de la fin de la guerre. Près d'un répondant sur 10 n'a pas su quoi répondre. Au sein de l'électorat de la coalition au pouvoir, la majorité, soit 59%, s'oppose à toute cession de territoire à la Russie. Du côté des partis d'opposition, Droit et Justice et Confédération, les opinions sont parfaitement divisées. Une moitié soutient les concessions, l'autre y est opposée. Situation critique. Berlin signale qu'un avion militaire russe aurait survolé une frégate allemande en mer Baltique. Ce communiqué a été rendu public par le ministre de la Défense allemand. La date précise de l'incident n'a pas été donnée par Pistorius, mais les médias allemands affirment que l'événement remonte à quelques jours. L'avion de la Fédération de Russie aurait survolé la frégate Hambourg, actuellement engagée dans l'exercice OTAN Coup de Neptune. Pistorius affirme que la Russie teste de plus en plus la solidité de l'alliance. Il a qualifié cet acte de provocation visant à détecter d'éventuelles faiblesses dans la défense européenne. Les violations de l'espace aérien polonais et estonien par des drones et avions russes, ainsi que le récent passage au-dessus de la frégate allemande, démontrent que la Russie intensifie ses pressions, franchissant sans cesse les limites, y compris à l'encontre des membres de l'OTAN. Selon lui, Vladimir Poutine cherche à provoquer l'alliance, à mettre en lumière et exploiter les faiblesses présumées de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je souligne qu'au moment de l'enregistrement de cette émission, la Russie n'a fait aucun commentaire sur les propos de Pistorius concernant le survol de la frégate. Pistorius a également précisé que l'Allemagne prévoit de renforcer considérablement ses forces armées. Le plan prévoit de porter l'effectif de la Bundeswehr à 460 000 soldats, dont 260 000 militaires actifs et 200 000 réservistes. Les autorités prévoient d'atteindre ces objectifs dans un délai de 8 à 10 ans. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a réagi à la déclaration de Volodymyr Zelensky, qui évoquait la possibilité de rencontrer Vladimir Poutine au Kazakhstan. Tengrey News. Kazakhstan rapporte que Tokayev qualifie la situation en Ukraine de conflit militaire et de crise ukrainienne, des termes également employés dans la diplomatie officielle chinoise. Les autorités à Astana soulignent que la République ne joue pas le rôle de médiateur entre Kiev et Moscou et ne souhaite pas s'y substituer. Selon Tokayev, le règlement de ce conflit, qu'il décrit comme extraordinairement complexe, ne peut être simplifié. La Russie et l'Ukraine restent aptes à dialoguer bilatéralement sur l'ensemble de leurs différends, à tous les niveaux. Il note également que le conflit s'est complexifié, de nombreuses problématiques territoriales, historiques et linguistiques s'y étant superposées. Par conséquent, selon lui, espérer une solution rapide sans cessez-le-feu ni préparation préalable serait utopique. Néanmoins, Astana se dit prête à offrir son territoire pour des discussions de paix. En résumé, Tokayev affirme soutenir l'ouverture de négociations directes au plus haut niveau entre l'Ukraine et la Russie, mais il insiste sur la nécessité d'un travail préparatoire. Sans jouer les médiateurs,
Le Kazakhstan se tient néanmoins prêt à offrir ses services pour accueillir des pourparlers à tous les niveaux, si le besoin se fait sentir. Les analystes continuent d'éplucher les propos tranchants de Donald Trump au sujet de l'Ukraine et de la Russie, concernant la restitution de territoires et le tigre de papier qui rencontre des difficultés économiques. La presse occidentale note que ce virage rhétorique brusque de Trump suscite la surprise, lui qui auparavant incitait Kyiv à renoncer à ses terres et, il y a un mois, déroulait le tapis rouge à Vladimir Poutine en Alaska. En Europe, certains estiment que Trump cherche à se retirer de l'affaire, envoyant un signal à l'Union européenne et à Kyiv, selon des sources de l'agence Reuters. On a l'impression qu'il fait ses adieux, mais la situation pourrait changer d'un jour à l'autre. Quoi qu'il en soit, les enjeux sont clairs. Nous savons ce qu'il faut faire, explique un officiel d'Europe occidentale. Un diplomate d'Europe orientale ajoute que les commentaires de Trump au sujet de l'Ukraine visent à montrer qu'il prend ses distances, faisant porter la responsabilité à l'Europe. La chaîne CNN, que Trump déteste, rappelle ses précédentes déclarations à propos de Volodymyr Zelensky et ses remarques acerbes envers Vladimir Poutine, ainsi que ses messages sur Truth Social réclamant le retour de territoire, ce qui est perçu comme une bonne nouvelle pour Kyiv. Mais l'optimisme s'arrête là. Les États-Unis souhaitent la poursuite du conflit et exigent l'impossible, précisent les journalistes. Trump ne veut plus d'une fin immédiate à la guerre. Il considère qu'elle peut continuer aussi longtemps que l'Ukraine n'aura pas récupéré ce qu'elle ne pourra vraisemblablement pas reprendre. En privé, Kyiv souhaiterait pourtant une paix durable et équitable dès demain, d'autant plus que la pénurie de forces vives et les pertes territoriales lentes se font de plus en plus sentir. Malgré tout, les Ukrainiens ne fondent pas d'espoir sur les paroles chaleureuses de Trump, conclut le Financial Times. Son article souligne que les propos du président américain, selon lesquels la Russie pourrait récupérer la Crimée et le Donbass, ne s'accompagnent ni d'aide économique ni de soutien militaire. La Russie est actuellement engagée dans la phase la plus aiguë de la guerre, ont confirmé la veille les proches de Vladimir Poutine. Dmitri Peskov a affirmé que l'opération militaire spéciale était une chose, mais que la guerre menée contre les Russes en était une autre, précisant que la phase critique du conflit battait son plein et que la Russie entendait la remporter pour l'avenir. Par ailleurs, Moscou a réagi aux propos de Trump sur la Russie, niant toute analogie avec un tigre de papier et rappelant que la Russie est bien plus volontiers associée à l'ours. Les ours en papier n'existent pas et notre ours est bien réel, a-t-on souligné, rappelant que Vladimir Poutine a décrit maintes fois, avec différentes nuances, la force de l'ours russe. Rien de fictif ici. À Saint-Pétersbourg, les réactions ont été plus vives encore. Là, il a été décidé de ne pas restituer à Trump le titre de Yassaoul. Certains Cosaques locaux ayant même déclaré qu'un ordre symbolique de châtiment avait été donné à la suite de ces dernières déclarations. Selon nos traditions, nous devrions le punir, et ce serait juste. Physiquement, c'est impossible, bien sûr, mais l'ordre existe. De son côté, Volodymyr Zelensky, s'exprimant devant l'Assemblée générale des Nations unies, a appelé à stopper Vladimir Poutine et la Russie, soulignant que cela coûterait moins cher à la communauté internationale que de devoir construire des abris ou faire la guerre ensuite. Il a qualifié sa rencontre de la veille avec Donald Trump de positive. Nous avons eu une bonne discussion avec le président Trump. J'ai aussi échangé avec de nombreux autres dirigeants influents, et ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. Bien entendu, nous faisons tout pour que l'Europe apporte réellement son aide, tout en comptant sur les États-Unis. Dans son style habituel, Dmitri Medvedev a avancé que Trump pourrait bien changer d'avis et finir par pousser Zelensky à capituler. Selon lui, Trump n'est pas du genre à s'effacer. Je n'en doute pas, il reviendra. Il revient toujours. Peut-être que dans quelques jours, il proposera au président ukrainien de signer une reddition, ou de s'envoler pour Mars avec Elon Musk, ou encore de faire quelque chose de suffisamment marquant pour briguer le prix Nobel. Malgré ce pronostic, la vice-présidente américaine Vance a récemment averti que la Russie s'exposerait à de graves conséquences si elle refusait de négocier de bonne foi, tandis que le département d'État a publiquement demandé à Vladimir Poutine de mettre un terme aux tueries. Marco Rubio, secrétaire d'État, l'a répété directement à Sergueï Lavrov lors de leur rencontre.
Le chef de la diplomatie américaine a réitéré l'appel du président Trump à cesser les violences et la nécessité pour Moscou de prendre des mesures significatives en vue d'un règlement durable du conflit russo-ukrainien. Les diplomates russes ont commenté la rencontre autrement, évoquant un échange de vues sur la guerre et réaffirmant la volonté de la Russie de respecter les accords conclus en Alaska. Sergueï Lavrov a également souligné que Moscou rejette les actions de l'Occident et de l'Europe qui l'accusent de prolonger la guerre. Les deux parties ont passé en revue l'ensemble des dossiers bilatéraux, y compris la reprise potentielle des contacts sociopolitiques, insistant sur l'importance de l'impulsion donnée par les présidents russes et américains à la normalisation des relations. Les pourparlers s'enchaînent, les menaces fusent de toutes parts, et elles sont réciproques. La paix est-elle proche? Partagez-vous l'opinion de certains responsables, selon laquelle ce conflit ne peut être tranché sur le champ de bataille? Amis, laissez votre avis en commentaire, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne Vremia Priatko sur YouTube. Précision importante, nous ne publions nulle part ailleurs. Nos vidéos sont copiées et postées sur VK, avec des publicités et des informations qui ne reflètent pas notre position. L'administration de la plateforme ne réagit pas à nos demandes de suppression. Sachez simplement que je ne suis présent que sur YouTube. Je continue. Nouvelle perte majeure pour l'Ukraine. La Russie a mené une frappe combinée sur une unité de formation des forces terrestres ukrainiennes. Ce n'est pas la première fois depuis le début de la guerre. L'état-major ukrainien a confirmé officiellement des pertes humaines. Il a également précisé que les missiles avaient frappé un abri. Précédemment, l'armée ukrainienne avait déclaré que de nombreux centres de formation disposaient désormais d'infrastructures souterraines, justement en réaction à de telles frappes ciblées de la Russie. Parmi les armes utilisées figuraient 2 missiles balistiques Iskander. Malgré toutes les mesures de sécurité, l'impact direct sur l'abri n'a pas permis d'éviter des pertes parmi le personnel. Des sources militaires ukrainiennes reconnaissent qu'un drone de correction russe avait été repéré dans le ciel avant l'attaque, mais n'avait pas pu être abattu. L'incident s'est produit dans la région de Tchernihiv. De son côté, l'Ukraine a également mené des frappes et, selon Bloomberg, a interrompu l'activité de 2 ports pétroliers russes sur la mer Noire. Les terminaux concernés sont celui du consortium d'oléoducs de la Caspienne et la base pétrolière Cheskaris, tous deux proches de Novorossiysk. En outre, des drones maritimes ont attaqué le port de Tuapse. Donald Trump encaisse une nouvelle riposte. Après une série de déclarations cinglantes à l'encontre de dirigeants étrangers, les réponses se multiplient. Cette fois, c'est le maire de Londres qui a réagi aux propos du président américain devant l'Assemblée générale. Trump l'a qualifié de maire catastrophique et a affirmé que la capitale britannique se dirigeait vers la charia, victime d'une politique migratoire désastreuse. Le maire de Londres estime que Trump est allé trop loin, l'accusant de sexisme et d'islamophobie, c'est une citation, tout en suggérant que les Américains viennent à Londres probablement parce que la vie aux États-Unis n'est pas si enviable. Leur querelle dure depuis plusieurs années. Autrefois, Trump avait traité le maire de Londres de désastre et de parfait raté. Je pense que le président Trump a montré son racisme, son sexisme, sa misogynie et son islamophobie. Il vous a traité de maire catastrophique. Vous êtes un maire catastrophique. Mais, voyez-vous, je me réjouis qu'un nombre record d'Américains visitent Londres depuis le début des statistiques. Jamais la ville n'a accueilli autant d'Américains. Il doit bien y avoir une raison. Selon plusieurs critères, Londres est souvent en tête mondiale pour la culture, les investissements directs étrangers, le sport et les opportunités offertes à chacun pour s'épanouir. J'en suis très fier, et tant que cela dure, nous restons la plus grande ville du monde. Et vous, amis, que diriez-vous à Donald Trump si vous en aviez l'occasion? Je sais que bon nombre d'entre vous ont des sentiments partagés à son égard, même si certains fondaient des espoirs sur lui après le départ de Joe Biden de la Maison-Blanche. Partagez aussi votre opinion en commentaire. En Ouzbékistan, le débat se poursuit autour d'un reportage où des femmes racontent que leurs fils, partis travailler en Russie, se sont retrouvés d'abord en prison, puis envoyés au front en Ukraine. Selon diverses sources, des milliers de ressortissants ouzbeks, majoritairement des hommes âgés de 18 à 35 ans, sont actuellement détenus dans des prisons russes. Beaucoup appellent leurs familles en larmes, expliquant qu'ils risquent d'être forcés de rejoindre la guerre en Ukraine.
Pour accélérer la signature des contrats, la force serait parfois employée, affirment les proches des détenus. Dans une interview pour le média Kun-Ouz, les arrestations systématiques de migrants ouzbeks se produiraient sous divers prétextes, notamment pour possession ou transport illégal de substances interdites. Les familles refusent de croire à la culpabilité de leurs fils et exigent leur retour. Le projet « Je veux vivre » rappelle que l'Ouzbékistan occupe la première place parmi les prisonniers de guerre étrangers en Ukraine. Prison pour un simple like sur les réseaux sociaux. En Ouzbékistan, un homme a été condamné à la colonie pour avoir mis un « j'aime » il y a 6 ans sur une vidéo du réseau social Odnoklasniki. L'accusé, Ulukbek Al-Mardanov, avait marqué « j'aime » sur une chanson intitulée « Amoureux du paradis », jugée porteuse d'idées extrémistes. L'accusation estime que cet acte équivaut à diffuser du contenu interdit parmi ses contacts, enfreignant ainsi la loi. La sanction est de 3 ans de privation de liberté dans une colonie à régime général. En Ouzbékistan, ce like a été qualifié de crime grave. Compte tenu des circonstances atténuantes, le tribunal s'est appuyé sur l'article 57 du Code pénal et le condamné à écoper d'une peine inférieure au maximum prévu par la loi.